L'équipe, juste pour information, sachez que désormais, vous pouvez retrouver tous mes contenus sur YouTube, bien sûr, mais aussi dès le lendemain sur Spotify. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à nouveau, on repart sur un sujet que vous-même vous avez choisi sur Instagram. Cette semaine, dans le sondage, j'avais mis deux gros sujets qui me semblaient inévitables. Puis au dernier moment, j'ai ajouté celui sur Anthony Davis presque en bonus. Résultat, c'est ce sujet-là qui a explosé les votes. Visiblement, dès qu'on parle transfert et gros mouvements, vous êtes là. Donc je vous écoute et on va regarder ensemble qui peut vraiment se positionner sur AD cette saison. Par contre, avant qu'on commence, faut le dire quand même, c'est important. Si vous voulez vous aussi avoir la main sur les prochaines vidéos, rejoignez-moi sur Instagram. Je balance le sujet sur le canal, généralement le dimanche, vous votez, vous tranchez, et ensuite je construis l'épisode qui est arrivé en tête. Donc si ce n'est pas encore fait, c'est un conseil d'amis, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains votes. Mais pour revenir à AD, au programme aujourd'hui, on va d'abord poser le décor à Dallas et expliquer pourquoi la situation autour de l'ailier fort est en train de déraper. Ensuite, on passera en revue 6 destinations possibles en regardant ce que chaque équipe peut offrir et ce que ça changerait pour tout le monde. Enfin, pour terminer, je me mouillerai sur les pistes les plus crédibles et sur la question qui fâche. Est-ce que ça peut vraiment bouger avant la deadline? Alors installez-vous bien dans vos canapés, mettez-vous à l'aise pour ce gros sujet, on lance ça tout de suite. Bon, pour commencer, comme prévu, on va planter le décor autour de la situation AD. Là, on va attaquer par le début. Comment en est-on arrivé à la situation où, aujourd'hui, un trade d'Anthony Davis devient d'actualité? En fait, tout a basculé récemment au moment où Nico Harrison a été licencié. AD, c'était le pari de son mandat. Tu envoies Luka chez les Lakers pour récupérer une superstar intérieure censée t'ouvrir tout de suite une fenêtre de titre. 9 mois plus tard, t'as un début de saison médiocre, des fans en colère et un propriétaire obligé de s'excuser dans une lettre ouverte. Quand derrière ça, tu vires le GM à peine prolongé, le message est limpide. On ne se sent plus obligé de défendre les choix d'Harrison, même les plus gros, et le plus gros de tous, c'était Anthony Davis. À partir de là, AD n'est plus le totem intouchable de l'ancienne direction. Il est devenu un asset qui éventuellement peut rapporter beaucoup. Parce qu'en parallèle, on a une autre grosse pièce de puzzle chez les Mavs, Cooper Flagg. Dallas a gagné la loterie et récupéré un numéro 1 annoncé depuis des années comme l'un des prospects les plus sûrs de sa génération, un ailier ultra complet des deux côtés du terrain. Et le truc, c'est que Flagg a à peine 18 ans quand Anthony Davis file vers ses 33. Là, d'un coup, ça devient évident, c'est autour du rookie qu'il faut construire l'avenir. Et plus tu regardes les dates, les contrats et l'état de forme, et plus la réponse commence à s'écrire toute seule. Sportivement, le niveau d'AD quand il joue n'a pas disparu. Même en arrivant à Dallas, il reste ce qu'il a toujours été, un intérieur élite capable de tourner autour de 20-25 points par match, une bonne dizaine de rebonds, plusieurs contres et de donner une identité défensive à lui tout seul. Historiquement, il a passé sa carrière à cumuler gros scoring, gros rebonds, protection de cercle et interception, un profil que très peu de big men ont réussi à reproduire. Le problème, c'est la disponibilité. Depuis des années, il dépasse rarement les 55-60 matchs de saison régulière, et depuis le trade, il a enchaîné les pépins, mollets, adducteurs, souci à l'œil. Résultat, il a joué une poignée de matchs sous le maillot des Mavs alors qu'il prend une place énorme sur la masse salariale pour encore plusieurs saisons. Et c'est exactement là que sa valeur devient un sujet délicat sur le marché des transferts. Et si on se met 2 secondes dans la peau de la direction des Mavs aujourd'hui, on imagine très vite ce qu'ils pourraient vouloir en retour. Dans un éventuel trade, l'idée ce n'est pas de brader AD pour tourner la page, c'est de transformer ce pari raté en tremplin pour la suite. Concrètement, ils vont viser 3 choses. D'abord des salaires qui matchent le sien, avec si possible des contrats plus courts ou expirants pour retrouver de l'air dans le salary cap. Ensuite de la jeunesse, des joueurs dans la tranche d'âge de Cooper Flagg ou pas loin, soit déjà titulaires solides, soit des prospects crédibles comme future deuxième option. Enfin, des tours de draft, si possible proches, afin de recharger les munitions autour du rookie. Avec ça, tu amorces une belle reconstruction. Aujourd'hui, pour moi, un transfert d'Anthony Davis, ce n'est plus un fantasme, c'est presque une suite logique par rapport à tout ce qui arrive dans le Texas. Et avant de vous parler des 6 équipes dans lesquelles j'ai envie de l'envoyer, je mets mon raisonnement en pause 2 secondes pour vous parler de Holy, mon sponsor du jour. Ouais, si comme moi vous enchaînez les nuits courtes pour mater la NBA, la gamme Holy Energy peut vraiment devenir votre arme secrète. C'est de la poudre à mélanger avec de l'eau, donc très peu de déchets, zéro sucre, très peu de calories, des vitamines, des nootropiques et surtout une caféine micro-encapsulée qui donne un boost propre et régulier, sans gros pic mais sans gros crash non plus. Concrètement, je me fais un shaker avant le premier quart-temps, je sirote tranquille et ça m'aide à rester focus jusqu'au buzzer final. Ouais, pour ceux qui se demandent comment je mate autant de matchs quasiment toutes les nuits, je vous le dis tout de suite, Holy est mon meilleur allié. Et si vous voulez un conseil, mon goût préféré du moment c'est Citrus Cobra, bien acidulé comme j'aime, un vrai kiff.
Par contre, je le rappelle parce que c'est important, Oli ne remplace jamais l'eau. C'est une alternative plus saine aux sodas ou aux energy drink classiques, pas une potion magique. Un shaker par jour maximum pour la gamme énergie, à consommer avec modération, déconseillé aux moins de 16 ans et pendant la grossesse ou l'allaitement. Tout ça c'est essentiel, l'idée c'est que ça apporte un coup de boost pour mater la NBA, pas de se bousiller la santé. Et hors de ça, ce que j'apprécie également, c'est que justement, Oli ne se limite pas à la gamme énergie. Et oui, vous avez 3 autres gammes, donc 4 en tout. Les Iced Tea sans sucre pour l'après-midi, la gamme Hydration sans caféine mais avec des électrolytes à prendre pour s'hydrater après le sport, et la nouveauté, les milkshakes pour un plaisir plus gourmand au moment du goûter. En gros, tu peux adapter des shakers suivant le moment de la journée et selon tes besoins. Et évidemment, si ça vous intéresse et que vous voulez tester tout ça, j'ai négocié des bons plans pour vous. Si c'est votre première commande, le code 6ème-homme5 vous offre 5 € de réduction dès 14,99 € d'achat. Si vous êtes déjà client, le code 6ème-homme vous donne moins 10% sur tout le site. Le plus simple, c'est de passer par mon lien perso en description ou de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Les promotions s'appliqueront automatiquement dans votre panier. Et puis retenez que rien que le fait de cliquer sur mon lien soutient la chaîne. Donc si vous aviez envie de tester Oli, n'hésitez plus, c'est le moment parfait pour vous faire plaisir. Mais bref, maintenant qu'on est équipé pour suivre la NBA toutes les nuits, on peut retourner à nos histoires de trade autour d'Anthony Davis. Et s'il y a une équipe qui aujourd'hui coche énormément de cases à mes yeux, c'est bien Chicago. Dans ce scénario, les Bulls récupèrent Anthony Davis et D'Angelo Russell, tandis que Dallas récupère Nikola Vucevic, Kobe White, Patrick Williams, Dalen Terry et le premier tour de draft 2026 des Bulls. Le trade ne peut pas se faire tout de suite parce que D'Angelo Russell a signé son contrat actuel cet été. Comme tous les free agents franchement signés, il ne devient échangeable qu'à partir du 15 décembre. À partir de là seulement, ce package devient légalement possible. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour les deux camps. Par contre, avant de voir si c'est un gros coup, il faut voir concrètement ce que ça peut changer sur le terrain pour les deux équipes. Côté Chicago, le fit sportif est assez évident. Tu prends une team qui a déjà trouvé un vrai moteur avec Josh Giddey, qui joue vite, qui agresse le cercle, et tu lui ajoutes un intérieur top niveau capable de protéger l'arceau et de peser offensivement. Vucevic apporte du QI et du tir, mais il ne dissuade personne dans la raquette. Davis, lui, te donne des contres, de l'intimidation, du rebond et une vraie présence en net derrière les extérieurs. En attaque, Giddey pourrait enfin jouer le pick and roll avec un intérieur qui finit au-dessus du cercle, qui roule fort, mais qui peut aussi s'écarter à mi-distance. Tu rajoutes à ça le côté retour à la maison pour AD, enfant de Chicago, et médiatiquement comme sportivement, ça donne tout de suite une autre dimension au projet. Et à côté, D'Angelo Russell dans l'histoire, ce n'est pas juste un nom pour faire passer les salaires, il peut aussi avoir un vrai rôle. Pour moi, D'Lo arrive comme créateur secondaire parfait derrière Giddey, il peut tourner autour d'une petite dizaine de passes et de points par match, il sait jouer le pick and roll, il peut prendre feu à 3 points, et il permet à Chicago de ne pas être totalement dépendant de Giddey pour organiser le jeu. Sur certaines séquences, tu peux même le laisser gérer la seconde unit pendant que Josh souffle. Si Billy Donovan arrive à convaincre Davis de jouer majoritairement pivot, avec Bouzelis et le reste des jeunes sur les ailes, tu te retrouves avec un 5 majeur qui a de la taille partout, de la création, et pour la première fois depuis longtemps, un vrai duo extérieur-intérieur qui peut peser en haut de la conférence Est. Évidemment, après, ce n'est pas un trade sans risque, notamment du côté des Bulls, qui devront essuyer de vraies pertes. Ceci dit, pour progresser, il faut savoir en prendre des risques, et celui-ci me semble intéressant. Surtout que de son côté, Dallas coche quand même pas mal de cases dans sa grille de lecture. Les Mavs récupèrent exactement ce qu'ils cherchent théoriquement autour de Cooper Flagg. Kobe White comme arrière jeune déjà productif qui peut devenir son backcourt partner sur le long terme. Patrick Williams comme ailier fort défensif capable de switcher et de vivre dans la même timeline que Flagg. Dalen Terry comme jeune à développer sans pression. Un premier tour 2026 précieux dans une draft annoncée très forte. Et Vucevic comme pivot vétéran capable de stabiliser l'attaque avec un contrat expirant pour libérer du cap. Tu transformes un contrat massif et fragile, celui de Davis, en plusieurs assets plus souples, plus jeunes et en munitions de draft pour la suite. Et sur le papier, ce deal entre les Bulls et les Mavs, ce n'est pas juste un délire de trade machine, j'ai l'impression. Pour moi, c'est vraiment un scénario où chacun prend un risque, mais où chacun peut y trouver son compte si les pions tombent du bon côté. Alors observons la suite maintenant et regardons si les Mavs peuvent trouver d'autres partenaires de deal mieux que les Bulls. Pour ça, j'ai exploré un scénario très peu évoqué dans les rumeurs, mais que je trouve bien sale. Envoyer Anthony Davis du côté de Philadelphie. Dans ce trade-là, les Sixers récupèrent AD et Dante Exum, pendant que Dallas récupère Paul George, Jared McCain et 3 premiers tours de draft en 2027, 2029 et 2031. Techniquement, ce deal ne peut pas être validé avant le 30 novembre parce que Exum a re-signé cet été et qu'il est soumis à la fameuse clause des 3 mois. Mais à partir du 30 novembre, la restriction saute et ce package devient enfin légal sur le plan du CBA. Et là, sur le papier, malgré les apparences, je trouve que c'est vraiment les Sixers qui font le move le plus radical. Aujourd'hui, à Philadelphie, on a un backcourt ultra chargé entre Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Quentin Grimes et Jared McCain. Là où ça coince par contre, c'est à l'intérieur. Joel Embiid, potentiellement dans les pattes, a toujours le niveau d'un MVP en puissance, mais il ne joue que peu de minutes, il est load managé et il manque énormément de matchs. Et le truc, c'est que derrière lui, la rotation dans la raquette, malgré les présences de Drummond et Bona, reste très légère. Aucun des deux ne semble pouvoir être un vrai titulaire face à de grosses équipes. En allant chercher Anthony Davis, tu t'offres un deuxième intérieur de calibre All-NBA capable de
tourner autour de 20-25 points, une bonne dizaine de rebonds et une protection de cercle élite. L'idée à mes yeux elle est simple, sur 82 matchs tu essaies d'avoir en permanence soit Embiid soit AD dans la raquette, et quand les deux sont là en même temps, ta peinture devient une no-fly zone totale. Alors ok, ça fait encore un joueur injury prone à Philly, mais finalement ça densifie énormément le secteur intérieur. T'as soit AD, soit Embiid, soit les deux, et si les deux sont absents, Drummond et Bona pourront toujours essuyer les plâtres. Le truc c'est que si ça fonctionne, tu changes complètement la nature de cette équipe des Sixers. En attaque, Nurse peut imaginer des line-up où Embiid s'écarte davantage, joue face au cercle, sanctionne à mi-distance et à 3 points, pendant qu'AD roule fort vers le cercle, coupe, court en transition et punit les mismatchs au poste. Maxey garde la main sur le jeu, Edgecombe apporte de l'activité et du tir sur l'aile, et Davis devient un relais parfait dans le pick and roll comme dans le jeu rapide. Défensivement, c'est encore plus violent, deux monstres pour protéger l'arceau, switcher sur les extérieurs par séquence, contrôler le rebond et couvrir les erreurs des guards. Si physiquement, tu arrives à aligner ce duo sur une série de playoffs, tu peux clairement viser le très haut de la conférence Est. Et puis Dante Exum, dans ce scénario, ce n'est pas juste un nom de plus dans le transfert pour faire joli. Il peut également apporter une vraie alternative aux arrières déjà présents grâce à sa polyvalence et à sa défense. Après, on ne va pas se mentir, pour Philadelphie, c'est un all-in XXL sur le futur avec énormément de risques qui accompagnent ce transfert. Tu sacrifies Jared McCain alors qu'il peut devenir un arrière très sérieux sur le long terme, et tu envoies 3 premiers tours de draft qui couvrent quasiment toute la fin du prime de Joel Embiid. En gros, tu dis au reste de la ligue, on joue notre va-tout sur 3-4 saisons max avec un trio Maxey, Embiid, Davis. Si les blessures reprennent et si l'attaque devient trop lourde avec deux intérieurs dominants, Daryl Morey pourrait se retrouver très vite coincé, sans jeunes assets majeurs à part Edgecombe et sans capital de draft pour repartir. Par contre, c'est vrai que si ça reste un très gros pari pour Philly, j'ai l'impression que cette offre peut parfaitement convenir à ce que recherche Dallas. Les Mavs récupèrent l'énorme contrat de Paul George, mais il peut servir de mentor à Cooper Flagg. Jared McCain vient compléter ça avec un profil de sniper moderne qui peut bouger sans ballon et soulager la création. Et surtout derrière, pour compenser le contrat de George, tu ajoutes 3 premiers tours d'une équipe des Sixers qui mise tout sur un noyau ultra fragile physiquement. Ce qu'il faut en comprendre en gros, c'est que si ça tourne mal là-bas, ces pics peuvent devenir en or massif. Pour une équipe qui veut reconstruire autour de Flagg, tu transformes un AD usé et très cher en un package plus jeune, plus flexible et bourré de munitions de draft. Franchement, vu de Dallas, je pense que c'est le genre d'offre que tu es obligé d'écouter très sérieusement. Et pour comparer avec ce que peuvent proposer les autres, je vais envoyer maintenant Anthony Davis dans un endroit où a priori personne ne l'attend, Charlotte. Dans ce scénario, les Hornets récupèrent AD pendant que Dallas reçoit Miles Bridges, Colin Sexton et 3 premiers tours de draft. Concrètement, Charlotte sacrifie son ailier fort titulaire, son arrière-scoreur fraîchement arrivé et du capital de draft pour monter un trio LaMelo Ball, Brandon Miller, Anthony Davis, avec le rookie Count Nuepel en embuscade sur l'aile. En face, les Mavs transforment une star intérieure de 32 ans très chère et très fragile en 2 titulaires dans leurs meilleures années et un vrai paquet de munitions de draft pour reconstruire autour de Cooper Flagg. Dit comme ça peut paraître complètement fou pour une franchise comme Charlotte, mais si on zoome un peu, je pense que ça peut se défendre. Déjà sportivement, Anthony Davis coche absolument tout ce qui manque aux Hornets depuis des années. Tu prends une base LaMelo Miller Knueppel qui commence à ressembler à quelque chose en attaque, mais derrière, à l'intérieur, malgré les présences de Kalkbrenner et Diabaté, ça n'apporte que peu de garanties offensives et c'est souvent trop tendre. AD, même dans une version un peu entamée physiquement, reste l'un des meilleurs protecteurs d'arceaux de la ligue. Il te met 2 ou 3 contres par soir, il dissuade les drives, il sécurise le rebond et il permet à LaMelo et aux jeunes extérieurs d'être plus agressifs sur la balle. Puis en attaque, avec un meneur aussi créatif que Ball, il peut se régaler. Gros pick and roll, lob, short roll, jeu en transition, mi-distance, c'est pile le profil qui peut transformer Charlotte d'équipe sympa à avoir en vrai problème dans la conférence Est. À mes yeux, si tu mets AD dans cette structure-là, tu passes d'un objectif play-in difficile à atteindre à un objectif de play-off assumé. Le duo Ball-Davis sur le papier, ça peut vraiment faire du sale si les deux joueurs restent en bonne santé et si Charles Lee trouve la bonne clé. LaMelo flirte déjà avec les 22 points, 10 passes et 7 rebonds avec des matchs où il est en mode festival. Autour de lui, tu gardes Brandon Miller qui monte en puissance, Knueppel qui apporte du tir et de la lecture de jeu, plus quelques role-players pour courir et t'as tout ce qu'il te faut. Tu imagines un 5 LaMelo, Miller, Knueppel, AD, Kalkbrenner dans une conférence Est qui reste ouverte et ça peut clairement viser le top 6. Pour un petit marché comme Charlotte, récupérer un champion NBA multi-All-Star, c'est typiquement le genre d'occasion qui ne se présente qu'une seule fois. Puis pour Dallas, encore une fois, c'est la même, le move paraît bien calculé. Les Mavs récupèrent 2 joueurs immédiatement utiles dans la bonne tranche d'âge pour accompagner Cooper Flagg. Bridges reste un ailier polyvalent capable de mettre ses 18-20 points par match en coupant, en courant, en punissant les décalages tout en pouvant défendre plusieurs postes. Sexton apporte cette dose de folie contrôlée sur les lignes arrière, de la création balle en main, de l'énergie, ce que tu n'as plus depuis le départ de Luka et les blessures de Kyrie. Et surtout, les 3 premiers tours redonnent aux Mavs le contrôle total sur leur timeline.
Ce qui peut bien plaire à Dallas en plus dans ce deal, c'est la possibilité pour les Mavericks de récupérer leur propre pick pour la draft 2027. Comme ça, s'ils veulent tanker encore l'année prochaine, ils resteront maîtres de leur destin, et ça, en NBA, ça n'a pas de prix. Encore une fois, au lieu de rester prisonnier autour du corps et du contrat d'Anthony Davis, tu repars avec un roster plus jeune, plus flexible et un stock d'assets super impressionnant pour construire autour de Cooper Flagg. Au final, pour moi, c'est vraiment le trade gros pari typique. Charlotte tente enfin d'exister pour de vrai, Dallas accepte de perdre la plus grosse star du deal pour regagner du contrôle et de la cohérence. Personnellement, même si Davis aux Hornets on n'en parle pas trop, ça peut être une idée que j'aime bien. Alors voyons la suite, et pour enchaîner, je vais maintenant envoyer Anthony Davis sous le soleil de Phoenix. Dans ce scénario-là, les Suns récupèrent AD, tandis que les Mavericks reçoivent Jalen Green, Royce O'Neal, le rookie Kaman Maluak et un premier tour de draft 2026. En clair, Phoenix transforme un arrière-scoreur de 23 ans, un vétéran 3&D, un jeune pivot prometteur et un pick de premier tour en superstar intérieur pour coller à Devin Booker. En face, Dallas troque un intérieur de 32 ans, très bien payé et fragile, contre un jeune extérieur à gros potentiel offensif, un prospect intérieur longiligne, un role-player fiable sur l'aile et un choix de draft supplémentaire pour alimenter le projet Cooper Flagg. Pour moi, c'est clairement le genre de deal où les Suns assument enfin vouloir jouer quelque chose tout de suite autour de Devin Booker cette saison. Le contexte à Phoenix, il est assez simple. Jordan Hott est arrivé, KD et Bill, c'est de l'histoire ancienne. La franchise a recentré le projet sur Devin Booker, a rajeuni autour avec des profils plus athlétiques et a récupéré Jalen Green comme pari offensif majeur sur les lignes arrière. Sauf que Green, c'est un arrière très porté sur le ballon, un scoreur qui a besoin de volume, super proche du profil de Booker. Il a montré qu'il pouvait faire de gros cartons, mais sur le long terme, on sent quand même que les deux peuvent se marcher un peu dessus. Deux guards très portés sur le scoring, pas des meneurs naturels, ça peut vite faire doublon. Et le truc à mes yeux, c'est que Phoenix n'a pas besoin d'un autre Devin Booker ou d'un Devin Booker Jr. Non, il y a plutôt besoin de profils complémentaires à Devin Booker. Et c'est là que l'arrivée d'Anthony Davis peut tout changer dans l'équilibre instable de cette franchise. Tu passes d'un duo Booker-Green très périphérique à un axe extérieur-intérieur qui peut vraiment faire mal en play-off. Offensivement, AD reste capable de tourner autour de 20-22 points, une bonne dizaine de rebonds et plusieurs contres quand il est en état. En pick and roll avec Booker, c'est l'enfer à défendre. Soit tu laisses Devin pull-up tranquille, soit tu ouvres la voie à Davis qui roule vers le cercle, sanctionne à mi-distance ou finit au-dessus du panier. Tu peux aussi le trouver en transition, sur des coupes, sur des post-up rapides contre des intérieurs plus petits. Défensivement, c'est encore plus clair. AD te donne enfin une encre dans la raquette, quelqu'un qui protège le cercle, qui parle, qui couvre les erreurs des extérieurs. Avec ça, les Suns s'appuient vraiment sur l'accélérateur. Et pendant ce temps, de son côté, Dallas, à nouveau, de toute façon c'est l'idée, fait un move que je trouve plutôt rationnel au vu de la situation de l'équipe. Pour les Mavs, le package est ultra cohérent dans l'idée de reconstruire autour de Cooper Flagg. Jalen Green devient le co-scoreur idéal pour l'épauler, 23 ans, capable de planter vite, de créer son tir, de jouer le pick and roll avec Flagg ou Lively et de prendre feu sur une série. Royce O'Neal vient poser le cadre, un 3&D qui défend fort, qui ne réclame pas la balle et qui montre aux jeunes ce que c'est que d'être pro au quotidien. Kaman Maluak, lui, c'est ton ticket à long terme sur le poste de pivot, un grand hyper long énergique que tu peux développer tranquillement pour former, pourquoi pas, un futur duo d'ailier pivot très long avec Flagg. Et derrière, le premier tour 2026 de Phoenix te redonne une cartouche de plus, soit pour drafter, soit pour repartir sur un autre gros trade plus tard. Encore une fois, tu transformes ton AD vieillissant et au contrat handicapant en réelle pièce pour l'avenir. De toute façon, dans tous ces trades, c'est mon vrai objectif, confronter deux logiques. Phoenix qui se dit on sécurise le présent autour de Booker et AD, Dallas qui pense à l'avenir en essayant d'ajouter les meilleures pièces du futur autour de Cooper Flagg. Alors pour voir si on peut obtenir un autre profil de deal, j'ai décidé d'explorer l'idée d'envoyer Anthony Davis à Minnesota. Dans ce scénario-là, les Timberwolves récupèrent AD et Brandon Williams, tandis que Dallas reçoit Julius Randle, Donte DiVincenzo, Rob Dillingham, Johan Beringer, Terrence Shannon Jr. et 6 choix du deuxième tour, rien que ça. En gros, les Wolves empilent une deuxième superstar intérieure autour d'Anthony Edwards, alors que les Mavs troquent un pivot fragile contre un ex-All-Star plus disponible, un sniper 3&D, 3 jeunes intrigants et un paquet de second tour. Petit détail important quand même, ce trade ne pourrait pas être validé avant le 15 décembre, parce que Julius Randle vient de prolonger son contrat cet été avec Minnesota. Vous avez capté le bail, avant cette date, tu peux discuter, mais la Ligue refusera d'enregistrer le deal. Maintenant sur le papier, j'en suis conscient, ça ressemble à un trade de malade fait sur NBA 2K, mais quand on regarde de plus près, ce n'est pas si délirant que ça. Aujourd'hui, les Wolves de Chris Finch sortent de 2 finales de conférence de suite avec une identité ultra claire, défense de malade autour de McDaniels et Gobert, Anthony Edwards en franchise player offensif et Julius Randle en lieutenant prolongé sur 3 ans comme vraie pièce majeure. Autour d'eux, tu as déjà un noyau solide avec Mike Conley, Jaden McDaniels ou Naz Reid. Minnesota n'est plus une équipe qui essaye d'exister, c'est un contender installé. La vraie question maintenant, c'est comment tu passes du niveau final de conf au niveau où on peut vraiment viser le titre pendant le prime d'Edwards. Et c'est là qu'à mon sens, Anthony Davis devient le pari le plus violent que peuvent tenter les Wolves.
Si tu mets Davis dans ce roster, le plafond défensif devient complètement indécent. Avec Gobert et AD ensemble sur certaines séquences, tu as 2 des meilleurs protecteurs de cercle de la ligue dans la même raquette, plus McDaniel sur l'aile. Tu peux commencer les matchs avec Gobert et Davis côte à côte pour pourrir la peinture, puis finir certaines fins de rencontre avec AD en pivot, entouré de McDaniels, Edwards et des extérieurs plus mobiles pour switcher partout. En attaque, Randle apporte beaucoup balle en main, mais il a parfois tendance à casser un peu le rythme. Davis, lui, peut vivre davantage comme finisseur. Sur une série de playoffs, un duo Edwards-Davis, quand Gobert est ciblé, ça rivalise avec n'importe quel one-two punch de la ligue. Par contre, cette fois-ci, pour Dallas, et c'est bien le problème, j'ai un peu plus de doutes, et il faudrait sûrement ajouter une 3e franchise au deal pour qu'ils acceptent, je vais m'expliquer. Là, les Mavs récupèrent d'abord Julius Randle, qui n'est pas au niveau défensif d'AD, mais qui joue plus, encaisse les contacts, et peut porter l'attaque très souvent en saison régulière. Dante DiVincenzo, c'est le 3&D parfait pour entourer un jeune franchise player. Gros volume à 3 points, intensité défensive, culture des gros matchs. Dillingham, lui, peut devenir ton meneur du futur, ou au minimum un 6e homme de luxe hyper fun, exactement le type de garde que Dallas aime depuis des années. Béringer et Shannon Jr. complètent le tableau avec 2 profils athlétiques à développer. Dit comme ça, c'est pas mal, mais je ne suis pas si sûr que les Mavericks soient si intéressés que ça par Julius Randle. À côté de ça, même si j'ai mis 6 secondes tours pour compenser, cette offre manque quand même cruellement d'un first round. Je pense donc qu'il faudrait ajouter une équipe à ce deal qui pourrait filer ce premier tour de draft et des contrats expirants en échange de Julius Randle. Ce ne sera pas forcément facile à trouver, mais si ça se fait, ça pourrait avoir de la gueule. Minnesota parie sur le très court terme avec une raquette qui peut être totalement effrayante avec Davis et Gobert, tandis que Dallas, encore une fois, mise sur l'avenir et la sécurité autour de Cooper Flag. Dans un tel scénario, même si j'en suis conscient, il sera difficile à mettre en place parce qu'il faudra y introduire une 3e équipe, tout le monde pourrait se retrouver content. Mais pour finir, vu que je vous ai promis 6 trades, j'ai voulu explorer la piste Anthony Davis à Golden State. Dans ce montage-là, les Warriors récupèrent AD, et en face, les Mavericks reçoivent Draymond Green, Jonathan Kuminga, Brandon Podziemski, Gary Payton 2, ainsi que le premier tour 2027 de Golden State. Concrètement, les Warriors empilent un Big 3 Curry, Butler, Davis pour jouer le titre tout de suite, en sacrifiant un pilier historique, 2 jeunes très prometteurs et un pic qui peut devenir très juteux. Dallas, de son côté, transforme un intérieur star mais ultra risqué en un package très flag compatible, avec Kuminga et Podziemski comme tête d'affiche, plus Draymond et GP2 pour remettre de la dureté et une identité défensive dans le vestiaire. Dit comme ça ressemble à un délire très difficilement imaginable, mais en vrai j'ai l'impression que sportivement ça se défend totalement du côté des Warriors. Aujourd'hui les hommes de Steve Kerr sont clairement en mode dernière danse autour de Stephen Curry. Il a 37 piges, il enchaîne encore les matchs à plus de 35-40 points et Jimmy Butler reste un two-way player de très haut niveau capable de monter d'un cran quand viennent les playoffs. Le souci c'est toujours le même depuis 2 ans. Face aux Jokic, Wemby, Chet et compagnie, il manque d'un vrai grand dominant pour tenir la peinture. Draymond reste un cerveau défensif incroyable, un relais de Steve Kerr sur le terrain, mais il n'a ni la taille ni la verticalité pour fermer le cercle sur 30 minutes dans une série de playoffs. Et c'est exactement, justement, ce que peut leur apporter Anthony Davis avec un tel deal. Pour moi, si on regarde ça sous l'angle, on doit absolument tout faire pour donner une dernière chance à Stephen Curry d'obtenir un titre, on comprend tout l'intérêt d'un coup de l'équipe de la baie. Imaginez les séquences offensives avec Curry, Butler et AD sur le parquet. Curry continue de punir derrière l'arc, Butler attaque les mismatchs et provoque des fautes, et Davis devient le finisseur parfait. Pick and roll avec Steph, short roll pour trouver les shooters, jeu dos au panier quand ça switch trop petit. Défensivement, c'est presque plus excitant encore. Tu peux envoyer Butler sur le meilleur extérieur adverse, tandis que Davis protège le cercle, peut switcher ponctuellement sur les extérieurs, verrouille le rebond et t'offre enfin une présence dissuasive qui manque cruellement à Golden State depuis des années. Dans une série à l'ouest, c'est exactement le type de profil qui peut faire la différence. Le truc évidemment, c'est que le prix est monstrueux pour la franchise, mais aussi pour les fans et leurs petits cœurs. Draymond, c'est l'âme de la dynastie, le mec qui a tout gagné avec Steph et Clay, le sacrifier même pour un joueur plus fort en valeur pure comme Davis, ça pique et ça peut rendre nostalgique les fans, surtout que derrière, tu perds aussi Kuminga et Podziemski qui représentent une grosse partie du futur de la franchise. En gros, dans un tel scénario, les Warriors acceptent de dire que leur présence est Curry, Butler et Anthony Davis, et pour la facture, et pour la suite, on verra plus tard. Sportivement, c'est ultra agressif, ultra couillu, mais cohérent, je trouve, avec une logique de fin d'ère. Et vu de Dallas, encore une fois, ça ressemble à une offre qui paraît totalement acceptable. Pour AD, tu récupères 2 jeunes exactement dans la bonne timeline. Kuminga comme ailier explosif, capable de défendre, courir et monter à 18-20 points quand tout va bien, et Podziemski comme combo guard intelligent, créateur qui sait jouer sans ballon à côté de Flag. Draymond arrive pour faire le tonton du vestiaire, remettre des standards défensifs, engueuler tout le monde quand ça ne court pas assez, et montrer à Flag comment diriger une défense NBA. Gary Payton tout vient compléter le tableau avec de la pression sur la balle, des interceptions, une énergie de malade sur les lignes extérieures. Avec ça, t'ajoutes un premier tour 2027 des Warriors qui, si jamais le trio Curry, Butler, Davis s'effrite, peut d'un coup valoir très cher.
Le trade donc sur le fond est plutôt ficelé pour les deux camps, mais n'empêche que niveau calendrier, il y a un verrou qui change tout. Ce deal ne peut tout simplement pas être officialisé avant le 15 janvier. La raison est la même que d'habitude. Jonathan Kuminga vient de prolonger son contrat avec Golden State et il est bloqué pour 3 mois. Bon, vu que la deadline est en février, ça passe, mais si Dallas veut agir vite, ça pourrait bloquer. Maintenant, je m'en fais pas trop, si l'offre plaît aux Mavs, ça coûte rien de rester patient. Et encore une fois, je trouve que ce deal est un bon combo entre un all-in des Warriors et un reset intelligent et malin de la part des Mavericks. Sauf que spéculer comme ça, comme je le fais depuis tout à l'heure, c'est bien beau, mais maintenant il est temps de me mouiller. Je trouve que toutes ces offres, même si elles présentent toutes des risques, sont intéressantes sur le papier, mais qui finira par toucher le gros lot? Plusieurs équipes ont les moyens de faire une belle offre à Dallas, mais qui aura vraiment les cojones de le faire? Pour moi, si on regarde ça avec les yeux d'un front office NBA en 2025, une équipe ressort vraiment du lot, Chicago. Les Bulls sont enfin un début de projet clair avec Giddey, Bouzelis et une base jeune, mais ils n'ont pas vraiment encore de superstar intérieur qui te fait passer du statut équipe sympa à vrai problème en playoff. Leur package Vucevic en contrat expirant, plus Kobe White, plus Patrick Williams, plus un premier tour 2026, coche tous les codes des gros trades pour une star. Avec en bonus le storytelling, AD revient à la maison. C'est le scénario le plus facile à vendre pour tout le monde, j'ai l'impression. À mon sens, ouais, si je devais parier sur une équipe capable d'accueillir AD avant la deadline, ce serait Chicago. Mais on le sait, en NBA, les choses se passent rarement comme prévu, et tout reste encore possible. De plus, au-delà des 6 teams dont j'ai parlé, d'autres teams comme Miami, Toronto, Sacramento, New York et même Boston et San Antonio reviennent souvent dans les rumeurs concernant Anthony Davis. Je pense qu'un bon tiers des teams de la NBA sont susceptibles de s'intéresser à l'ailier fort, et d'ici la deadline, cette histoire pourrait carrément faire couler énormément d'encre. Et puis il y a aussi un scénario où il reste à Dallas, faut pas l'oublier. Les Mavs pourraient attendre le retour de Kyrie avant de se précipiter, et un tel dossier pourrait donc attendre le marché estival avant d'être traité. Alors si on est pragmatique, est-ce que selon moi, Anthony Davis va vraiment quitter le Texas avant la deadline? À mes yeux, il y a une vraie chance. Résultat catastrophique, tension médicale, nouveau management et timeline de flag qui poussent à récupérer des jeunes et des pics tant que Davis a encore une grosse valeur. Le frein, c'est le prix. Dallas ne va pas le brader pour quelques tweaks, mais si un package type Bulls se précise avec plusieurs titulaires et un premier tour sérieux, la porte d'un trade avant février est largement ouverte, surtout si la situation sportive ne décolle pas. Et le plus important, je pense, c'est qu'il ne faudrait pas voir ça comme un move isolé, mais plutôt comme le premier domino d'une longue série qui commencerait à tomber. Le jour où AD bouge, Dallas arrête officiellement de faire semblant d'être un contender tout de suite. Tu recentres le projet sur Cooper Flag, tu récupères des jeunes, des pics, des contrats plus courts, et très vite, les noms de Kyrie Irving et Klay Thompson se retrouvent eux aussi dans les rumeurs. Des contenders qui auront raté Davis pourront se rabattre sur un guard scoreur ou sur un shooter vétéran. En gros, le dossier AD, ce n'est pas juste un transfert, c'est potentiellement le début du reboot complet des Mavericks autour de leur first pick. Mais bref, là, peu à peu, on arrive au bout de cette vidéo, et moi, j'ai vraiment envie de savoir comment vous voyez ça de votre côté. Dites-moi en commentaire si, selon vous, Anthony Davis sera tradé avant la deadline, et surtout, si oui, où est-ce qu'il atterrira? Est-ce que ce sera dans une des 6 équipes que j'ai citées et pour lesquelles j'ai développé des transferts, ou alors est-ce que selon vous, ce sera ailleurs? Dites-moi tout. Là, sur les dernières vidéos, j'ai pris la résolution de répondre à absolument tous les premiers commentaires dans les 24 heures qui suivent la sortie. Alors, si vous voulez débattre, vous avez capté, lâchez-vous. Je vous cache pas que j'ai hâte de vous lire et que je suis impatient de connaître vos idées de trade et vos montages par le Unibro. Alors à vous de jouer maintenant.